Podcast Échec Avant, en collaboration avec Hockey Ballers, DA Sport, Deck pour qui s'abrevoit, Rénovation, calfeutrage, Alcam, Deck RDP, Future Generation Sport Collection Card, Cadence virtuelle. Prépare-toi, l'échec avant arrive en direct dans ton écran dans quelques instants. Podcast du 24 septembre 2024, c'est parti! Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux, un tir! Et le but! Jean-Simon! Robidoux, Bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. C'est Franciscaise qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Franciscaise. Goal! Francis! Chase! Mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue à votre échec avant, le podcast sportif là où tous les amateurs de sport se donnent rendez-vous en grand. Ce soir, gros show prévu, mesdames, messieurs. 3 segments sport, à commencer par celui de la NFL avec Pierre-David Bolduc. Segment sur le terrain, 100% NFL. Suivra à 19h le segment LCF, premier début avec Cédric Paquette. Et on va terminer avec un segment du haut de la passerelle, 100% LNH. On va revenir sur la victoire du Canadien hier contre les Flyers de Philadelphie, 5-0. D'ailleurs, le Canadien sera en action ce soir encore une fois, alors qu'ils accueilleront les Devils du New Jersey. Vous voyez à l'écran l'image thème du segment sur le terrain. Pierre-David, comment ça va? Ça va sûrement mieux que tes prédictions de la semaine passée, mon Marco. Puis toi? Écoute, moi, ça fait 2 semaines que mes prédictions sont vraiment difficiles. D'ailleurs, comme vous le savez, à chaque semaine, on fait nos prédictions. N'hésitez pas à aller de vos prédictions également là, quand on fait les nôtres. On fait nos top 5 des meilleures et des pires équipes dans la NFL à chaque semaine. Donc, on vous invite également, là, si vous avez envie de nous partager là, vos réponses. N'hésitez pas. Même principe que la semaine passée, on revient sur 10 matchs précis que Pierre-David a choisi. Ensuite, top 5 des meilleurs, top 5 des pires dans la NFL. Et on termine avec nos prédictions de la semaine numéro 4. Sans plus tarder, 18h31, on va aller vers la première rencontre. Celle entre les Vikings du Minnesota et les Texans de Houston. Ça n'a pas été facile pour CJ Stroud dans cette rencontre. Oh, vraiment, ça a été probablement un de ses pires matchs en carrière, sinon le pire match de sa carrière pour CJ Stroud. Faire un petit, avant de parler de ce match-là, faire un petit. Écoute, on aimerait ça là, aujourd'hui parler de toutes les rencontres parce qu'il y a vraiment eu du bon football qui a été joué avec beaucoup de surprises encore cette semaine. Mais malheureusement, on ne peut pas à cause du temps. Pour en revenir à notre match qu'on est en train de parler, CJ Stroud, ça a été extrêmement difficile dans ce match-là. On s'est fait littéralement exploser 34-7 au Minnesota par les surprenants Vikings qui n'ont pas perdu encore avec Sam Darnold comme carrière partant. Sam Darnold qui est allé de 4 passes de toucher, seulement 181 verges par la passe, mais quand même 4 passes de toucher, pas subi d'interception. C'est ça qui est important chez Sam Darnold. On protège bien le ballon. Du côté de Aaron Jones, 19 courses, 102 verges pour les Vikings, 5 réceptions, 46 verges, un touché. Donc, son fidèle acolyte, là, Aaron Jones, ça a été une très bonne acquisition pour les Vikings du Minnesota cette année. Est-ce que tu aurais pu prédire qu'après 3 matchs de saison régulière, les Vikings auraient une fiche parfaite? Absolument pas. Moi, je les mettais déjà au fin fond du trou. Déjà, j'avais pas confiance en J.J. McCarthy comme carrière partant dès le début de la saison. Même s'il a gagné le championnat national l'année passée, j'ai plus ou moins confiance en lui. Finalement, il se blesse toute l'année. Sam Darnold, ça a toujours été un bon deuxième carrière, mais il n'a jamais été capable de s'établir comme partant. Puis là, je suis en train de me poser la question, est-ce qu'il est en train de faire qu'est-ce que Geno Smith a fait avec les Seahawks déjà depuis quelques années?
années. Là. Ça fait 2-3 ans depuis que Russell Wilson est parti de là-bas. Geno Smith, qui avait toujours été deuxième carrière parce que ça n'avait pas fonctionné en début de carrière. Sam Darnold est en train de faire ça. Là. A été longtemps jeté aux oubliettes comme deuxième carrière de chaque organisation. Puis là, il est en train vraiment là, carrément d'écrire son nom, là, un peu comme Geno Smith l'a fait les dernières saisons. Ouais, écoute, je suis 100% d'accord avec toi. Puis tant mieux pour vrai pour les Vikings. Je pense que c'est un vent de fraîcheur, on peut dire ainsi. Ouais. L'arrivée de Sam Darnold, si ça peut les aider là, à accumuler les victoires, c'est juste bon là, pour le Minnesota. Puis, un qui est très heureux de ça, c'est Justin Jefferson, parce que lui, il devait pleurer là, quand c'est arrivé au camp d'entraînement, les blessures là, au poste de carrière. Puis là, finalement, réussi à avoir une bonne connexion avec Sam Darnold, c'est extraordinaire. Ouais, un match où malheureusement là, les Buccaneers de Tampa Bay leur ont échappé. Une victoire de Bo Nix et des Broncos 26-7. Ouais, il y a plusieurs rumeurs là, qui disent que les Buccaneers n'a pas pris au sérieux les Broncos, surtout qu'on jouait à Tampa Bay en plus dans ce match-là. Finalement, on s'est fait surprendre. Il faut respecter tout le monde dans la NFL. Bo Nix, je veux parler de ce match-là légèrement parce que c'est un carrière qu'on avait nommé avant que la saison commence. Un carrière de première année qui vient d'être repêché en première ronde par les Broncos de Denver. On va le suivre aussi. Première victoire en carrière, félicitations à lui. Vraiment bien fait, là, 25 en 36, 216 verges. Ajouter quand même 47 verges au sol, un touché au sol aussi. Donc là, on parle de plus de 250 verges combinées pour Bo Nix dans une victoire, pas de revirement. C'est parfait. Faut que ça continue. C'était 14-0 en plus au premier quart. La raison pour laquelle là, les Buccaneers ont laissé tomber le jeu au sol, c'était vraiment ça. On a pris une avance de 14-0 chez les Broncos direct au début du match. Fait que c'est pour ça qu'on y allait juste par la passe. Ça n'a pas fonctionné du tout. Justin Fields et les Steelers de Pittsburgh qui causent la surprise et remportent leur rencontre contre les Chargers. J'aurais pu vous parler de plusieurs matchs, mais mes Steelers de Justin Fields. Heureusement, toujours invaincu, hein, les Steelers en passant. Heureusement que Russell Wilson s'est blessé avant que la saison commence parce qu'on avait confirmé Russell Wilson comme corps partant, on se rappelle. Mais heureusement pour Mike Tomlin, le coach en chef, grâce à la blessure de Wilson, ne se sera pas trompé dans son choix de carrière parce que Justin Fields a encore sorti un solide. Son receveur de passe, Calvin Austin, aussi a été très bon. Mais la défensive des Steelers fait toute la différence. Là. On a un excellent batteur, Chris Boswell. La défensive des Steelers de TJ Watt. Puis il y en a plein d'autres là, qui se sont levés dans ce match-là. On a 5 sacs au total. Puis dans ces 5 sacs-là, Justin Herbert s'est blessé. On ne connaît pas encore la gravité de la blessure, mais il devrait manquer le prochain match. Autre rencontre à suivre, les Panthers de la Caroline. Et oui, mesdames, messieurs, les Panthers qui ont remporté leur match contre les Raiders. Orphy doit être content parce que son sosie Andy Dalton a réussi à ce que personne n'aurait cru possible. Premièrement, les Panthers qui marquent 30 points, ça, je pense que ça fait plusieurs années qu'on n'a pas vu ça. Mais en plus, Andy Dalton sort une performance, la performance de la fin de semaine, 319 verges par la passe, 3 passes de toucher. Chuba Hubbard, on n'en parle pas, mais ça fait 2 semaines de suite que le porteur de ballon qui va chercher 100 verges et plus au sol. Vraiment été solide, là, Chuba Hubbard. Deontay Johnson, le receveur de passe, c'est aussi sorti de nulle part, lui, avec 8 réceptions, 122 verges, un touché. Chez les Panthers, quelle grande victoire. Puis là, les rumeurs de transactions vont de bon train avec Bryce Young, mais clairement, on ne sera jamais capable d'aller chercher ce qu'on a payé pour l'avoir. Là. Un paquet de choix de première ronde, dont aux Bears de Chicago, on en a parlé souvent sur le podcast. Là. Je ne vais pas revenir là-dessus. Mais quand même, là, au moins Andy Dalton là, monte pas un vent de positivisme parce que pour moi, on a besoin d'en voir plus, là, mais au moins faire un bombe sur le début de saison, je pense, des Panthers. Puis Antonio Pierce, le coach des Raiders, est arrivé d'une sortie publique en blâmant son équipe. Certains joueurs de son équipe, en remettant en question l'effort de certains à l'entraînement. Je trouve ça un petit peu bizarre qu'il ait sorti comme ça public. Acceptons la défaite, puis passons à l'avant. Les Seahawks de Seattle de Geno Smith, t'en as parlé tantôt, ont remporté leur match contre les pauvres Dolphins de Miami là, qui poursuivent sur leur malchance là, depuis la blessure de Tua Tagovailoa et même
avant même la blessure de Tua, là, du côté des Dolphins, c'était pas convaincant. Là. J'avais pas écrit ce match-là, mais on peut en parler quand même. C'est vrai? Mais chez les Seahawks, écoute, les Seahawks, on est invaincus. Encore une grande performance à domicile des Seahawks. Je vais faire vite dessus, là. Mais chez les Dolphins, non seulement Tua est blessé aussi, Skylar Thompson s'est blessé aussi. Je pense que c'est ça son nom, Skylar Thompson, s'est blessé aussi dans ce match-là. On s'en va avec Brian Ball dans le prochain match. Ça va être vraiment catastrophique chez les Dolphins. Le tapis va glisser. En plus que les Jets sont rendus meilleurs cette année. T'avais raison, j'ai juste défilé. Je suis tellement habitué qu'on fasse le tour de tous les matchs que j'étais rendu C'est pas grave, je suis bien content. un match de plus. Allons du côté du match entre les Rams et les 49ers. Du côté de Brock Purdy, les 49ers, là, rien ne va plus. Là. Ben, rien ne va plus. Ça allait bien jusqu'à temps qu'on a levé le pied de la pédale parce que les 49ers menaient pendant tout le long de cette rencontre-là. J'ai été même surpris quand j'ai vu le score revenir là, du côté des Rams parce qu'on avait pris quand même une avance considérable. Là. Brock Purdy allait bien. 292 verges, 3 passes de toucher, surtout à son receveur de passe. On sait, là, Deebo Samuel, Christian McCaffrey sont blessés. C'est des gars, oui, qui portent le ballon, mais aussi qui sont alignés comme receveur de passe très souvent. Joanne Jennings va chercher 11 réceptions, 175 verges, 3 passes de toucher à Joanne Jennings. Mais par contre, Karen Williams, qui m'a fait gagner mon pool la semaine passée, mon fantasy, 24 courses, 89 verges, 2 touchés au sol, 2 réceptions, 27 verges, 1 touché par réception aussi, 3 touchés combinés pour Karen Williams, qui permet là, aux Rams de vraiment se sortir là, de ce match-là avec la victoire. Écoute, c'est une grosse victoire pour les Rams parce qu'on était privé aussi du côté des Rams là, de Puka Nacua et Cooper Kupp, là, nos 2 receveurs de passe étoile. Ça fait vraiment mal, mais chez les 49ers, c'est inacceptable d'avoir perdu ça. Non, je suis tout à fait d'accord avec toi. Allons vers une autre rencontre qu'on a dans les 10. Celle entre les Lions et les Cardinals de l'Arizona. Les Lions qui refont surface avec une victoire, mais ça n'a pas été une fin de match convaincante entre les deux équipes. C'est la première fois en 2 ans, je pense, que tu prends pas pour les Lions dans tes prédictions. J'ai eu raison de prendre les Lions parce que je voulais confirmer que c'était une erreur de parcours la semaine dernière lors de leur défaite. Cardinals qui avait un excellent début de saison aussi. C'était normal d'avoir confiance aux Cardinals après ce qu'ils avaient montré, mais les Lions ont montré quand même leur supériorité et surtout avec l'excellent jeu au sol. David Montgomery, 23 courses, 105 verges, un touché au sol. Jahmyr Gibbs, 16 courses, 83 verges. On parle là, de pratiquement 40 courses à 2 chez les Lions de Détroit. Dans les choix de première ronde, il y a Marvin Harrison Jr., 5 réceptions, 64 verges quand même, 64 verges, un touché par réception chez les Cardinals. Bon match aussi pour Marvin Harrison Jr. On a manqué un petit peu de points en attaque, mais les Lions, c'était leur match. Plusieurs diront finalement, enfin, il était temps à Baltimore, les Ravens qui remportent leur premier match de la saison après 2 défaites consécutives. Dans un match où on a eu chaud en fin de rencontre, les Cowboys sur une poussée trop peu trop tard n'ont pu compléter la remontée. Ouais, ben chez les Cowboys, il y en a qui disent la défensive, etc. Je pense qu'on est rentré là avec le couteau entre les dents là, chez les Ravens de Baltimore, puis c'est arrivé dès le début du match. Là, on a vraiment pilé là, sur le corps des Cowboys de Dallas. On a pris une avance confortable. La grosse portion de la rencontre. Là. Lamar Jackson au sol, Derrick Henry, 25 courses, 151 verges, 2 touchés au sol aussi. On a vraiment vu le roi Henry, comme on l'appelle, dans ce match-là. Sauf que cette victoire-là m'inquiète quand même chez les Ravens de Baltimore parce que oui, on a retrouvé notre identité de jeu au sol, mais on a laissé les Cowboys revenir là, en fin de match. Là. Ça a fait finalement au score, là, on se dit un match de 3 points, ça a été serré, mais le score final n'indiquait pas l'allure du match. Là, vraiment, c'était les Ravens avaient l'avance tout le long de la rencontre, sauf qu'on a décidé de lever le pied. Je ne sais pas trop pourquoi. Les Cowboys sont revenus dans ce match-là, ont inscrit des points. J'ai pas aimé ça. J'ai pas aimé ça. Ce qu'on a fait chez les Ravens la fin de match. Les Bills n'ont pas fait ça contre les Jaguars. Je sais que c'est pas la même qualité d'équipe, mais quand même, les Bills, là, ils ont inscrit des points direct au début. On va en parler tantôt, là, mais ils ont vraiment utilisé le rouleau compresseur du début à la fin. J'aurais aimé ça que les Ravens fassent la même chose. J'ai bien hâte de t'entendre sur la rencontre entre les Chiefs de Kansas City et les Falcons d'Atlanta parce que j'ai vu la fin de match entre les deux équipes. Et je me demande si l'entraîneur des Falcons n'a pas tiré son équipe dans le pied en fin de rencontre.
Ouais, on s'est fait mal. On n'a pas été opportuniste à la fin, c'est clair, là. Puis, tu sais, eh, les Falcons nous habituent à ça quand même, là. Des matchs de bas pointage, des matchs serrés, des décisions. On perd par 3 points, on perd serré, on gagne serré. C'est pas hyper convaincant offensivement là, chez les Falcons d'Atlanta quand même depuis le début de la saison. Bijan Robinson, on a réussi à l'arrêter très souvent là, chez les Chiefs de Kansas City dans ce match-là. On a manqué vraiment d'opportunisme chez les Falcons. Mais tu sais, encore une fois, je sais que c'est pas lui, mais nécessairement au complet, mais Pat Mahomes est tellement dur à battre. Même si on l'avait dans les corps, même si on avait les Chiefs dans les corps, on dirait que c'est une équipe là, cette année, comme depuis les dernières saisons, trouve le moyen de gagner. Puis on dirait que les autres équipes, à force de forcer les jeux, à force de forcer là, des quatrièmes essais, etc., contre les Chiefs, ben on se brûle nous-mêmes au final. Puis c'est pour ça qu'on va chercher des défaites aussi. Un match où les deux corps arrière ont été plus que performants. Mais comme à l'habitude, une équipe doit l'emporter. Et je vous parle du match entre les Commanders de Jaden Daniels et les Bengals de Joe Burrow. Quelle rencontre on a eu le droit entre ces deux corps arrière. Et c'est finalement les Commanders qui l'ont emporté. Je pourrais dire que ça s'est joué en fin de rencontre. Les Bengals qui ont été malchanceux, mais les Commanders se sont accrochés. Les Commanders ont mené quand même si c'est un score encore une fois très élevé, ont mené pendant tout le long de la rencontre. On a pris l'avance rapidement là, par 2 touchés. Jaden Daniels, 21 en 23, seulement 2 passes incomplètes dans ce match-là, 254 verges, 3 passes de toucher. Vraiment, là, et a ajouté 12 courses pour 39 verges, un touché au sol, donc 4 touchés combinés là, pour Jaden Daniels. C'était son meilleur match à date depuis le début de sa carrière. Puis je pense que là qu'on vient d'assister à quelque chose en Jaden Daniels. On a vu tout l'étendue de son talent dans ce match-là. On était à Cincinnati aussi, là. Les Bengals n'avaient pas joué un mauvais match la semaine d'avant. Oui, on a perdu. Oui, on est 0-3. Mais l'attaque se présente, là. Joe Burrow, là, 324 verges, 3 touchés, a jamais lâché. Jamar Chase, c'est son premier vrai excellent match de la saison. Mais tu sais, les Commanders, là, ça, c'est à souligner. On a réussi à marquer des points à chacune de nos possessions, là. On n'a fait aucun botté de dégagement. On n'a fait aucun botté non plus, là. Ça s'est terminé avec des touchés tout le temps. Les Commanders de Washington, ça montre les problèmes défensifs des Bengals. C'est épouvantable. On était à domicile. On n'affrontait pas une puissance dans la ligue chez les Commanders de Washington. En tout cas, encore une puissance dans la ligue. Puis les Bengals, là, la défensive, là, c'est vraiment très, très, très inquiétant. Au moins, ils ont retrouvé leur attaque. Cette équipe était mise en dessous de l'autobus avant même le début de la saison. Personne ne croyait en eux avec les lourdes pertes que cette équipe a eues dans l'entre-saison. Mais un dénommé Josh Allen est en train de démontrer que cette équipe peut aspirer encore une fois aux grands honneurs. Quel début de saison des Bills de Buffalo qui encore une fois le poursuivent sur leur lancée. 47-10 aux mains des pauvres Jaguars de Jacksonville. Dès le premier jeu du match, je savais déjà que c'était pour être une solide rince. Je sais pas si tu as regardé ce match-là, mais la première passe là, est arrivée dans le flanc là, à James Cook, qui a volé sur une vingtaine de verges sur le côté. Absolument personne n'y a touché jusqu'à temps qu'il sorte en touche. Ça a été trop facile. Là. Juste ce jeu-là pouvait m'indiquer que le match était déjà terminé avant même que ça commence. On est arrivé avec une défensive homme pour homme. On n'a jamais changé notre stratégie chez les Jaguars. On s'est brûlé constamment dans ce match-là. Trevor Lawrence est absolument pourri en plus, mais on ne pouvait rien faire contre les Bills. Josh Allen a fini le match avec 4 passes de toucher, 263 verges, mais je pense qu'il y avait genre 250 verges à la mi-temps. On a juste été avec des jeux au sol parce qu'on explosait l'autre club. Je pense que c'était 33-3, quelque chose comme ça là, à mi-temps. Un affaire de même. Vraiment, là, Josh Allen, j'étais certain qu'il finirait le match avec 450 verges par la passe, mais finalement, on a quand même pseudo-respecté les Jags. On a été gentils avec eux autres, parce que je pense que ce match-là finissait 60-10 sûrement. Keon Coleman, qui a été le premier choix de la deuxième ronde, mais le premier choix des Bills au dernier repêchage, premier touché en carrière sur réception. Et aussi, je voulais parler de ce match-là, parce que c'est la première interception en carrière pour Damar Hamlin, qui a failli perdre la vie, vu le 2 ans sur le terrain. Là, on se rappelle à Cincinnati. C'est la première interception en carrière pour Damar Hamlin, donc c'était un moment touchant là, pour lui et son équipe.
Avant de faire le tour de nos top 5, je vous élabore rapidement là, les équipes en tête des différentes divisions. Donc dans la AFC Nord, les Steelers sont premiers à 3-0. AFC Sud, Houston à 2-1. L'AFC Est, les surprenants Bills à 3-0. L'AFC West, les Chiefs de Kansas City à 3-0. Les Vikings dans la NFC Nord à 3-0. Les Saints de la Nouvelle-Orléans, fiche similaire aux Buccaneers, fiche de 2-1 dans la NFC Sud. NFC Est, les Commanders, fiche similaire aux Eagles à 2-1. Et la NFC West, où les Seahawks de Seattle sont à 3-0. On s'en va maintenant vers le top 5 des meilleures équipes dans la NFL. Et honnêtement, j'ai vraiment hâte de t'entendre sur tes deux top 5. Autant du côté des bonnes équipes que du côté des pires max saucisses de la NFL. Vas-y, c'est à toi. Ben, top 5, premier choix, j'ai les Chiefs encore. J'ai les Chiefs encore au premier. Écoute, je peux même le prouver. J'ai barré les Bills. Je sais pas si on va le voir comme faux. Je vais pas vendre les autres choix. J'ai barré les Bills parce qu'au départ, je voulais mettre les Bills. Une victoire comme ça part à 3-0. Là, j'étais excité, mais là, je me suis rappelé deux championnats de suite chez les Chiefs. Je les ai mis dans le top 5 depuis le début de la saison. Ils n'ont rien fait pour mériter de sortir parce qu'ils sont 3-0 aussi. J'ai biffé, j'ai mis les Chiefs, mais j'ai inséré les Bills au deuxième rang. Je les avais placés troisième après les Texans. Ensuite de ça, moi, j'ai un Chief, deux Bills au troisième rang. J'ai quand même gardé les Texans. Oui, la défaite pourrait me refroidir un peu. C'est pour ça qu'ils ont perdu une position. Mais les Texans, c'est tellement une bonne équipe que je pense qu'ils vont remonter la pente. Ça sera pas vraiment trop long. Puis je voulais pas les sortir à cause d'une défaite, non seulement du top 5, mais je pense que d'autres équipes ont de quoi encore un peu plus à prouver pour dépasser quand même les Texans, que oui, un faux pas, mais on va être capable là, de revenir là-dessus. Puis s'ils le font pas, ben là, à ce moment-là, ils vont sortir de mon top 5. Ensuite de ça, je suis tellement content, là, je les avais pas placés dans le top 5, mais je les insère même au quatrième rang directement cette semaine. Les Steelers de Pittsburgh avec my boy Justin Fields. Honnêtement, quelle défensive chez les Steelers. Possiblement la meilleure de la ligue ou certainement dans le top 3 de la ligue chez les Steelers de Pittsburgh. On joue tellement bien en défense. Ils sont au quatrième rang. Et pour moi, écoute, je lance une fleur, je les insère dans le top 5. Les Vikings du Minnesota avec Sam Darnold, excuse-moi. Écoute, on vient de lessiver les Texans. Là. S'il y a bien une équipe qui est dure à battre, surtout avec l'attaque des Texans de Houston, les Vikings, là, la défensive tient, l'attaque marque des points, on est partout, faut les mettre dans le top 5. Très bon choix, très bon choix. De mon côté, on laisse à César ce qui va à César, donc les Chiefs demeurent premiers. Pourquoi? Je pense que tu as soulevé des bonnes réponses. Il y a aussi le fait que depuis le début de la saison, ils sont premiers dans mon top 5, donc j'ai pas de raison de les enlever de là. Ils continuent à gagner, fait que je peux pas les enlever. Deuxième rang. La semaine passée, j'avais rapidement là. En fait, j'ai complètement changé. Donc, au deuxième rang, les Bills de Buffalo. Au troisième rang, les Vikings du Minnesota. Au quatrième rang, les Seahawks de Seattle. Et au cinquième rang, les Texans de Houston, parce qu'au-delà d'une défaite contre les Vikings, doivent demeurer dans le top 5. Je veux pas être rapide sur la gâchette, fait que j'attends. Et les Steelers, sixième, juste en bas, cognent à la porte du top 5. J'avais les Seahawks sixième, j'ai hésité, mais j'ai laissé ça. Fait que ça se ressemble quand même. La semaine passée, là, on avait exactement le même top 5. Ouais. Chiefs en 1, Texans en 2, Bills en 3, Buccaneers, Saints. Leur défaite là, des Saints puis des Bucks fait en sorte qu'ils sortent du top 5. Et voilà. Ils sont pas trop loin non plus. 100%. Maintenant, le top 5 des pires Mac saucisses. Ben là, avec la défaite contre les Bills, écoute, les Panthers sont plus premiers.
Parce que Andy Dalton, est-ce que c'était ça le problème? Est-ce que c'était réellement Bryce Young seulement le problème? On va le voir dans les prochaines semaines. Mais pour moi, une grosse victoire des Panthers, mais avec une performance comme ça, on part l'année 0-3 chez les Jaguars de Jacksonville. Je ne sais pas comment on va faire pour s'en sortir, honnêtement. Là. J'ai absolument rien vu de bon, là. Absolument rien cette semaine contre les Bills. Je suis obligé. Il était quatrième dans mon pire max 6. C'est rendu les premiers. Ensuite de ça, j'ai laissé les Panthers au deuxième rang. J'ai laissé les Panthers au deuxième rang parce que c'est pas vrai que tu gagnes un match de même puis t'es exclu après ça du top 5 des pires clubs. Ils sont mauvais depuis 2-3 ans, si c'est pas plus. Faut que j'en vois plus. Faut que j'en vois plus. Son deuxième pour moi. Ensuite de ça, j'ai mis les Titans du Tennessee. On perd. Bon, on fait juste perdre. J'ai aucune confiance en Will Levis comme corps arrière. Il monte cette année. On est tout croche. On perd. Au quatrième rang, j'ai laissé là les Giants, malgré une belle victoire des Giants cette semaine. Il était top 2. Il était deuxième depuis 2 ans pour moi. Ça me prend plus qu'une victoire pour sortir de ce top 5-là. Et au cinquième rang, je réintègre les Bengals de Cincinnati. On joue pas nécessairement du football désastreux dans le sens où ce que offensivement, ça va très bien depuis 2 semaines, mais la défensive, possiblement une des pires en ce moment qui n'existe pas dans la ligue. Donc, pour moi, à un moment donné, tu gagnes pas. On a des mauvais débuts de saison constamment depuis 4-5 ans chez les Bengals. Faut que ça change. Est-ce que ça passe par un changement d'entraîneur, peut-être? De mon côté, les Jaguars de Jacksonville au premier rang. Les Titans du Tennessee au deuxième rang. Les Panthers de la Caroline au troisième rang. Les Dolphins de Miami au quatrième rang. Oui, oui, parce que les Dolphins, ils n'ont absolument plus personne. Là. Ils ont même pas, j'avais pas pensé à ça, mais probablement que je les intègre. Pour moi, les Dolphins, c'est terminé. Au cinquième rang, les Bengals de Cincinnati. Et au sixième rang, les Giants. Je m'acharne beaucoup sur les Giants. On va les laisser souffler le temps d'une semaine. Puis au besoin, on va les ramener dans le top 5 la semaine prochaine. J'ai pas pensé pantoute aux Dolphins avec les blessures des corps arrière. À long terme, là, en plus. Là, à long terme, déjà qu'avec toi, c'était des performances en dents de scie. Là, tu perds toi, c'est fini. Là. Les Dolphins vont se creuser. Là. Si les Bengals battent pas les Panthers en fin de semaine, ben là. La Caroline sort du top 5. Exact, puis ça se peut que j'intègre les Dolphins. Absolument. Allons vers les prédictions de la semaine 4. Rapidement, il y a encore une fois du bon football dans la semaine 4. Et là, après correction, après comptage de mes prédictions de la semaine dernière, j'en ai eu 7. J'avais dit 5, mais j'en ai eu 7. Écoute, j'en ai eu 9 de mon côté. Faut atteindre le plateau des 10. Il y a moins de matchs cette semaine, là. 4, 5, 6. Faut atteindre absolument le plateau des 10. J'en ai eu 9. C'est pas assez, là, juste au-dessus de 50% pour moi. Puis cette semaine est encore plus difficile, selon moi, à gager. On commence. Cowboys, Giants. Cowboys, Giants. De mon côté, les Cowboys. Historiquement, les Cowboys gagnent. C'est un match jeudi soir. Historiquement, je gagne aussi les matchs jeudi soir. J'ai pas confiance aux Cowboys. On joue mal depuis quelques semaines, mais on a le numéro des Giants depuis quelques années. Faut se réveiller. Puis je pense que Dak Prescott, CeeDee Lamb sont assez forts pour battre les Giants. Puis pas Mac Jones, mais Daniel Jones, le carrière des Giants, c'est toujours en dents de scie. Là, il a connu un bon match. Il est dû pour une mauvaise. Allons-y avec le duel intéressant entre les Saints et les Falcons. De mon côté, Derek Carr et les Saints vont rebondir. J'y vais aussi avec les Saints. On doit rebondir sur les Saints. Par contre, les Falcons jouent de l'excellent football, même si on ne marque pas assez de points jusqu'à maintenant. Les pauvres Bengals vont-ils être victimes de Andy Dalton et les Panthers? Et je crois que oui. Les Panthers remporteront ce match aux mains des Bengals. Moi, je pense pas. Je pense que l'attaque des Bengals va faire la différence. Puis il va peut-être manquer un petit peu de gaz là, aux Panthers pour offensif pour essayer de rejoindre les Bengals. Tu sais, Andy Dalton, c'est bien beau. Mais est-ce que ça va tenir? Et puis, somme toute, malgré un mauvais début de saison chez les Panthers, si on gagne ce match-là, on joue pour 500. Là.
J'ai mis les Panthers parce que à chaque semaine, je mets les Bengals puis je me plante. Fait que là, on Moi va aussi, changer moi aussi, le... c'est ça. Les Rams Ouais, ben, contre les Bears. Duel entre Matthew Stafford et Caleb Williams. De on a mon une bonne défensive chez côté... les Bears. Vas-y. Je t'écoute. On a une bonne défensive chez les Bears. Il nous manque 2 receveurs de passe étoiles. Chez les Rams, oui, on a Karen Williams qui est excellent. Mais je pense que les Bears, là, à un moment donné, là, Caleb Williams, il faut qu'il en sorte une grosse. Puis je pense que c'est là à domicile. C'est un match ciblé, selon moi, pour les Bears de Chicago. De mon côté, les Rams l'emporteront. Vikings, Panthers. Sam Darnold contre Malik Willis. Écoute, j'ai de la misère à prendre les Vikings. Ah, en plus, je les ai mis dans le top 5. Je peux pas... J'avais mis les Packers en plus, mais je vais y aller. Je change mon vote. J'y vais avec les Vikings. Je peux pas les mettre dans le top 5 et pas compter pour eux la semaine d'après. Là. J'ai mis également les Vikings. CJ Stroud et les Texans auront l'opportunité de retrouver le chemin de la victoire alors qu'ils affronteront le pauvre Trevor Lawrence et les Jaguars. De mon côté, le choix est évident, c'est les Texans. Ouais, ils vont montrer que c'est une erreur de parcours la semaine passée. Ils vont exterminer les petits chatons de Jacksonville. Les Colts d'Anthony Richardson affronteront Justin Fields et les Steelers de Pittsburgh. Et là, ça va être un duel fort intéressant entre les deux équipes. Ben, moi, les Colts, Anthony Richardson, ça a été très difficile les 2 derniers matchs. C'est pas vrai qu'on va battre facilement la défensive des Steelers comme ça. Moi, je pense que les Steelers vont remporter ce match-là sur la route. J'avais mis les Colts, mais les Steelers sont... Je vais y revenir. On va passer au suivant, je reviens. Les Jets contre les Broncos. Aaron Rodgers contre Bo Nix. Quel est ton choix? Aaron Rodgers. Aaron Rodgers, les Jets. 100%. Les Buccaneers contre les Eagles. Écoute, les Eagles, on marque pas beaucoup de points. J'ai très peur de ce match-là. Je pense que les Bucks, oui, ils pourraient rebondir. J'y vais pareil avec les Eagles. J'y vais avec l'affiche. Les Eagles vont gagner ce match-là. Les Buccaneers, pour moi, vont revenir en force. C'est ton équipe, ça. T'es aimes, les Bucks, tu sais. Je les aime bien, les Bucks. Ils sont bien bâtis. Ça a été un mauvais match la semaine dernière. Je pense qu'on a tout pour revenir en force. Les 49ers de Brock Purdy retrouveront-ils le chemin de la victoire contre Jacoby Brissett et les Patriots de la Nouvelle-Angleterre? Je pense que c'est le match pour retrouver le sentier de la victoire chez les Niners. On va gagner ça à domicile. Jaden Daniels et les Commanders vont affronter Kyler Murray et les Cardinals de l'Arizona et j'ai bien hâte de t'entendre sur ce match. Moi, je pense que la chaîne va débarquer là chez les Commanders et les Cardinals vont rebondir puis gagner ce match-là à domicile. 100% d'accord. Duel entre les Raiders de Gardner Minshew contre Deshaun Watson et les Browns de Cleveland. Quel est ton choix? Là, ça fait 2 semaines que je me brûle avec les Browns, mais je les prends pareil. Stick to the plan. Ils risquent de battre les Raiders. À un moment donné, il faut en sortir une grosse chez Deshaun Watson. J'y vais de mon côté avec les Raiders. Pat Mahomes et les Chiefs vont affronter Justin Herbert et les Chargers. Herbert blessé. Les Chiefs gagnent ce match-là sur la route. 100%. Duel fort intéressant entre les Bills de Buffalo et les Ravens de Baltimore. Un gros test pour la bande de Josh Allen. Ça, c'est le match de la fin de semaine. J'ai extrêmement peur pour mes Bills, mais je les prends quand même. Les Bills, pour moi, gagnent ce match-là sur la route. J'ai très hâte de voir la défensive au sol contre les Ravens de Baltimore. Mais je pense qu'on a une bonne ligne défensive chez les Bills. On peut peut-être faire la différence de ce côté-là. Puis l'attaque fonctionne à plein régime. Privé de toi, Tagovailoa toujours incommodé par une commotion. Will Levis et les Titans du Tennessee auront-ils la chance de remporter leur premier match contre les Dolphins? Si on ne gagne pas ce match-là chez les Titans, on n'en gagne pas une de cette année. Les Titans du Tennessee, pour moi, mais j'ai pas confiance malgré Tim Boyle. Je pense que je l'ai nommé 3-4 noms aujourd'hui, Boyle, là, mais c'est juste pour te dire comment ils sont mauvais au poste de carrière depuis que Tua est blessé. Je connais son nom de famille, mais je me souviens plus de son prénom, mais je pense que c'est Tim Boyle.
Un bon J'avais appelé duel. Brian Boyle, c'est un ancien joueur de hockey, ça. Ouais. Un bon duel du lundi soir, si on compare le match des Dolphins contre les Titans. Les Seahawks de Seattle qui vont visiter les Lions de Détroit au Ford Field. Quel est ton choix? Quel match, quel match. Les Lions vont l'emporter à domicile. Grosse victoire la semaine dernière sur la route. Le vent dans les voiles. Oui, les Seahawks l'ont aussi, mais les Seahawks ont souvent des bons débuts de saison. Tranquillement, pas vite. Le vent s'essouffle. Mais chez les Lions, là, on est prêt à rugir à plein régime. Je suis 100% d'accord avec toi. Je reviens avec le match Steelers-Colts. Je vais maintenir mon choix des Colts d'Indianapolis pour surprendre les Steelers. On est à domicile. Je crois que les Colts d'Anthony Richardson causeront là, la surprise, mais ça C'est pas reste un choix audacieux. confiance à Justin Fields. Mais bon. D'un côté Ouais. Justin Fields, de l'autre côté Anthony Richardson. Ça va assurément être un bon match de football. Mesdames, messieurs, c'était nos prédictions pour la semaine numéro 4 qui prendra son envol jeudi soir alors que les Cowboys visiteront les Giants sur MetLife Stadium. On se revoit la semaine prochaine, mesdames, messieurs, pour un autre segment NFL. Mais on reste en onde pour le prochain segment. Pierre-David, merci d'avoir été avec nous. À la semaine prochaine. Bonne soirée. Et on accueille cette fois-ci pour votre segment LCF, premier et les buts. Touchdown! Le segment LCF avec la voix mielleuse de votre échec avant, Cédric Paquette. Comment vas-tu? Ça va bien, toi, Marco? Moi, quand j'entends du son, ça va toujours bien. Ça va mieux que la semaine passée, mettons. Ouais, ça va mieux que la semaine passée. Cédric, encore une fois, du bon football dans la LCF lors de la dernière semaine. On a eu droit à des bons matchs. Ta feuille de prédiction est prête. Et allons-y avec la semaine numéro 16. Duel entre les Tiger Cats d'Hamilton et les Argos de Toronto. Un match chaudement disputé entre les deux équipes, dans cette rencontre. Les Tiger Cats qui se sauvent avec la victoire. Bo Levi Mitchell, 31 en 40, 362 verges, une passe de toucher. De l'autre côté, Chad Kelly, 17 en 26, 257 verges, 255 verges plutôt, une passe de toucher, une interception. Quelles étaient nos prédictions pour ce match? On avait tous les deux pris Toronto. Je pense que c'est pas une grande surprise là, de voir qu'on a prédit ça. Un upset là, des Tiger Cats, on s'attendait pas à ça. Mais un bon match là, de leur côté. Encore une fois, Bolivar Mitchell qui fait le travail. Puis là, on a été peut-être un petit peu chanceux. Là. Toronto a eu une grosse poussée au 4e quart. On était capable de les retenir pour garder la victoire. Dans une autre rencontre, celle entre les Rough Riders de la Saskatchewan et là de mémoire, tu as eu ta prédiction et je me suis trompé. Une victoire des Rough Riders de Trevor Harris contre les pauvres Stampeders de Calgary qui poursuivent là, sur leur enterrement. Une performance correcte de Jack Mayer, 25 en 31, 197 verges, 2 passes de toucher, 1 interception. Son vis-à-vis, Trevor Harris, 16 en 18, 248 verges, 1 passe de toucher. Une belle victoire des Rough Riders qui n'ont pas pesé sur le frein là, lors de cette rencontre. Non, absolument pas. Ça va leur faire du bien là, de leur côté. Des points inscrits à tous les corps. On disait là, la semaine passée, quand on parlait de ce match-là, ces deux équipes qui avaient de manière là, désespérée besoin d'une victoire, n'avaient pas gagné depuis longtemps. Donc ça va faire beaucoup de bien là, en Saskatchewan. Trevor Harris qui a eu un gros match. On va voir là, s'ils sont capables de construire là-dessus pour la fin de la saison. Un match qui était crucial pour les Alouettes de Montréal alors qu'ils affrontaient le Rouge et Noir d'Ottawa. Dans un match qui, encore une fois, a semblé difficile pour Drew Brown, où le Rouge et Noir a dû faire appel à Jeremiah Masoli. J'ai envie de t'entendre sur cette rencontre-là, Cédric. Ça n'a pas été facile, encore une fois, pour Drew Brown, qui avait connu un bon début de saison. Je veux t'entendre sur Cody Fajardo et la victoire des Alouettes de Montréal. Ouais, ben du côté de Drew Brown, là, comme tu as dit, c'était pas un énorme match, là, exactement 50% de complétion là, par la passe. Donc, pas un fort match. Lui aussi, là, comme on dit, là, il commence à avoir de la difficulté depuis quelques semaines. Du côté des Alouettes, par contre, j'ai été
surpris là, de manière très plaisante. Là. D'habitude, on dirait qu'à chaque semaine, on dit que les Alouettes, là, ça part pas fort, puis on joue du football de rattrapage. C'était pas le cas cette semaine. On parle de 20-6 à la demi en faveur des Alouettes. Donc ça, c'est ce qu'on aime voir. Fajardo qui a connu un match solide, je dirais pas excellent, mais quand même assez solide. Semblait s'être fait mal autour de la demi, là, il me semble, si c'est pas un petit peu avant, mais a réussi à terminer la rencontre. Donc un match solide des Alouettes, une victoire importante et décisive là, quand même par 12 points face aux Rouges et Noirs. On est content pour nos Alouettes. Là. Les Blue Bombers de Winnipeg, et ça, je crois que c'est toi qui l'as eu et moi, je me suis trompé. Une victoire de Zach Collaros et les Blue Bombers contre les Elks d'Edmonton. Ça a été difficile pour Edmonton. On a utilisé 2 corps arrière. Treeford qui a une passe de toucher. 2 interceptions. McLeod Bethel-Thompson. 50% des passes complétées. Ça n'a pas été un match à la hauteur là, pour Edmonton. Non, absolument pas. Mais Edmonton qui avait cependant une très bonne streak là, depuis quelques matchs, commençait à jouer du bon football gagnant. On tombe contre une autre équipe qui était sur une belle lancée à Winnipeg, puis c'est Winnipeg là, qui finit par prendre le dessus. Moi, personnellement, je suis pas énormément surpris. Là. Je pense que Winnipeg vont finir la saison très fort. Je pense qu'Edmonton, c'était peut-être juste un petit flash là, dans le milieu de la saison. Mais faut quand même pas disqualifier là, Hamilton et Edmonton, qui sont tous les deux 5 et 9, qui ont encore possibilité de se rendre en série là, d'ici la fin de la saison. Quel match de Brady Oliveira. Ce gars-là est un train pour les Blue Bombers. 18 courses, 127 verges. 7 verges, point 1 en moyenne. 2 touchés au sol. Ce gars-là, honnêtement, connaît toute une saison. Et on va y revenir d'ailleurs là, avec les verges au sol. Brady Oliveira qui est maintenant seul au plateau des 1000 verges par la course. Classement dans la LCF maintenant. Dans l'Est, les Alouettes à 11, 2 et 1, 23 points. Le Rouge et Noir, 8, 5 et 1, reste au deuxième rang, 17 points. Les Alouettes différentiel de plus 75 depuis le début de la saison. Le meilleur différentiel jusqu'à présent. Les Argos à 7, 7 au troisième rang. Et les Ticats à 5 et 9. Dernier dans l'Est. Dans l'Ouest, les Blue Bombers à 8-6, premier. Les Lions à 7-7, deuxième. La Saskatchewan à 6-7 et 1 à 1 point des Lions et du deuxième rang. Edmonton à 5 et 9 au quatrième rang. Et les Stampeders à 4, 9 et 1 avec 9 points différentiel de moins 88 pour les Stampeders. Allons maintenant, Cédric, au niveau des statistiques dans la LCF. Bo Levi Mitchell qui est seul au plateau des 4000 verges déjà. 4044 verges en 14 parties. Pourcentage de 68,1% d'efficacité. Jake Mayer, deuxième à 3354 verges. Il y a quand même une impressionnante différence là, entre le premier et le deuxième. McLeod Bethel-Thompson, troisième. Zach Collaros, quatrième. Et Drew Brown, cinquième. On vous parlait des verges au sol maintenant. Brady Oliveira, 176 tentatives de course pour 1021 verges. William Stenbach, 187 verges en 14 matchs. 959 verges. Et Brady Oliveira a 13 matchs. Donc un match de moins que William Stenbach et Karim Carey avec les Argos à 872 verges. Ryan Armstead, 150 tentatives de course, 830 verges. Et Miles à Ottawa avec 667 verges. Au niveau de la réception, McInnes, 1169 verges. Hardy, 1130. Bigleton, 921. Bridge, 906. Et All-Ins ABC complète le top 5 avec 881 verges. On s'en va maintenant
Là, je constate qu'on est rapide sur la gâchette. Il est 19h13 et on est déjà rendu à nos prédictions. Ouais. Ben juste avant, je peux, pendant qu'on est dans les statistiques, là, juste vite fait, là, Cole Speaker est rendu deuxième pour le plus de touchés reçus avec 6. Et assez surprenamment, le Tyson Philpott est encore cinquième dans cette statistique-là, malgré qu'il n'a pas joué depuis 4 semaines, si je me trompe pas. Donc c'est assez intéressant de voir là, que les receveurs des Alouettes font encore le travail de manière assez forte. Pendant qu'on a le moment, on va aller voir justement du côté des Alouettes un peu les statistiques. Parce qu'on vous le rappelle, à 19h30, on y va avec le segment du haut de la passerelle, le segment LNH, pour parler du match entre les Flyers et le Canadien. Et présentement, le Canadien qui affronte les Devils du New Jersey. Donc, pour le moment, si on regarde ça dans l'ensemble, Cédric, Cody Fajardo, c'est 225 passes complétées en 306 tentatives, 73,5% d'efficacité pour 2615 verges. Bon, on le sait, il a été blessé. Quelles sont tes impressions jusqu'à présent, depuis le début de la saison, pour Cody Fajardo? Il y a eu un fort début de saison jusqu'à sa blessure. Je pense qu'il n'y avait pas de doute que c'était un des meilleurs carrières de la Ligue là, jusqu'à temps que cette blessure-là arrive. Pendant qu'il n'était pas là, on a eu le plaisir de voir Davis Alexander faire son entrée en scène, brouiller un peu les cartes du côté des Alouettes en montrant qu'il est vraiment, vraiment solide et qu'il pourrait potentiellement être au niveau là, de partant déjà dans la LCF. Depuis son retour de blessure, Fajardo, ça a été un petit peu plus difficile. Là. Le match de cette fin de semaine dernière nous a prouvé qu'il est encore capable d'être à son niveau là, du début de la saison. Donc moi, j'ai pas de doute qu'il va finir la saison, à moins vraiment là, de mauvaises performances ou d'une blessure. Mais je pense qu'on est dans une très belle situation pour les Alouettes au niveau des corps arrière. Je pense que Fajardo est encore au niveau d'être capable d'amener les Alouettes jusqu'à la Coupe Grey, comme il l'a fait l'année passée. On veut juste espérer que les receveurs de passe arrêtent de se blesser et que ceux qui sont blessés leur reviennent, comme Austin Mack, là, présentement, qui est encore sur la liste de blessés. Si on regarde du côté de l'équipe au sol, Walter Fletcher, 111 tentatives de course, 630 verges. Que penses-tu du début de saison là, jusqu'à présent de Walter Fletcher? Il est quand même solide. C'est certain que c'est pas un des meilleurs là, porteurs de ballon de la Ligue. Je pense qu'on s'ennuie beaucoup de William Stenback. Là, si on regarde comme on a passé tantôt sur le classement là, des verges au sol, Stenback est deuxième dans la Ligue. Fletcher est sixième. Donc, si on y va là, logiquement, il est dans les derniers, là, mettons, dans les partants, là, vu qu'il y a juste 9 équipes dans la LCF. Donc, c'est certain qu'on s'ennuie de William Stenback, là, qui était vraiment un train avec le ballon. Fletcher étant plus petit, c'est un petit peu plus difficile de passer au travers des plaqués. Mais il fait le travail pour l'instant et vu les receveurs de passe et les carrières qu'on a à Montréal, je pense que c'est pas la pire des situations que notre porteur de ballon soit pas dans les meilleurs de la Ligue, là, vu qu'on a une attaque par la passe assez massive. Si on regarde au niveau de la réception, quelle est ta plus belle surprise jusqu'à présent du côté des Alouettes? Je vais dire Charleston Rambo, qui est un jeune receveur de passe et qui est entré en scène là, de manière magistrale, selon moi, cette année. Là. 758 verges pour l'instant. Il est sorti un petit peu de nulle part. Là. S'approche là, des totaux de Tyson Philpott pour cette saison, malgré que Philpott a été blessé. On l'a vu arriver encore plus quand Alexander a pris la relève. Alexander le visait plus que Fajardo au début de la saison, mais je suis vraiment content de voir là, qu'on a des jeunes à Montréal qui vont être capables de prendre la relève dans quelques saisons. Donc pour moi, c'est Fajardo, pas Fajardo, excuse-moi, mais Justin Rambo là, qui est la plus belle surprise au niveau des receveurs. Je suis d'accord avec toi. Rambo est une très belle surprise. Je pense que Cole Speaker connaît une bonne saison également. C'est sûr que la perte de Tyson Philpott, on pourrait dire, fait mal en quelque sorte, malgré le fait que les Alouettes continuent d'accumuler les victoires. Je pense que avec Tyson Philpott, les Alouettes seraient encore plus en voiture. Bon,
Espérons qu'il reviendra pour les éliminatoires. Comme on le sait, ratera le reste de la saison. Rambo, honnêtement, est sorti de nulle part. Connaît toute une saison. Les corps arrière des Alouettes semblent beaucoup l'aimer. On vise beaucoup Rambo dans les matchs. Va chercher des jeux importants. Mais un autre que j'aime beaucoup, c'est Julian Grant. Il connaît de bons matchs. Quand on lui lance le ballon, généralement, c'est un attrapé assuré. Fait les bons jeux. Essaie pas de trop en faire. Puis je pense que c'est très bon là, pour Killian Julian Grant. Absolument, absolument. Au niveau de la défensive, j'ai hâte de t'entendre là, sur peut-être ta surprise ou tout simplement ton point de vue là, au niveau de la défensive chez les Alouettes. Je pense qu'on a une défensive qui fait le travail pour l'instant. Pas des nombres énormes d'interceptions, mais beaucoup de jeux défensifs avec beaucoup d'impact. J'ai 2 joueurs en tête, là, Tyrese Beverett qui a eu un début de saison incroyable là, avec beaucoup de plaqués, 2 interceptions, un fumble provoqué dans les 2 premiers matchs, là, si je me trompe pas. Puis, si je me trompe pas, c'est bien Kabian Ento, qui est une recrue pour les Alouettes, qui a fait son entrée en scène au début de la saison et qui connaît une très forte saison jusqu'à date. Ouais, il a provoqué il a 2 interceptions et il a provoqué 2 échappées. Donc c'est ça, c'est sa 2e saison, pardonnez-moi, je pensais que c'était une recrue, mais lui aussi, là, un très fort début de saison pour lui. Jusqu'à date, j'ai aimé son jeu, mais c'est certainement Beverett là, qui ressort le plus au niveau de la brigade défensive avec les Alouettes cette année. José Maltos et David Côté exercent du très bon travail chez les Alouettes au niveau des bottées. José Maltos, 26 en 28. Il a inscrit 95 points jusqu'à présent depuis le début de la saison. Sa plus longue tentative est de 53 verges. De l'autre côté, David Côté, 9 en 10. Son plus long est 41 verges et il a 37 points pour les Alouettes. Si on regarde les convertis, tentés, réussis, c'est 15 en 17 pour José Maltos et 10 en 11 pour David Côté. David Côté qui n'a joué que 10 parties par contre. José Maltos en est à 10. Au niveau des retours de beauté, Letcher Jr. qui honnêtement fait très bien. 37 tentatives de retour de beauté, 836 verges. C'est des moyennes approximatives de 22,6 verges et son plus long était de 57. Retour de dégagement, Letcher Jr., encore une fois, là, si on regarde, c'est 54 tentatives de retour de beauté pour 660 verges et son plus long est de 60. Allons maintenant du côté, j'essayais de voir si j'étais capable de voir les blessés actuellement, mais j'arrive pas à les voir. Je pensais que j'aurais pu. Mais non. Donc, allons, si tu le veux bien, Cédric, vers la semaine 17 pour y aller J'ai une de petite nous. liste ici, là, par exemple, de blessés. Là, Ah, ben vas-y dans ce cas-là. pour passer vite, vite. Là, pour un match en ce moment, on va nommer juste les blessés là, qui sont de non connus, là, parce que Jamar McGloster, je suis pas certain qu'il y a grand monde qui sait c'est qui. Mais présentement, là, il y a Marc-Antoine Dequoy qui est sur la liste pour un seul match. Sur la liste de 6 matchs, là, présentement, on a Régis Sibassou qui n'a pas joué depuis le début de la saison. David Côté, Caleb Evans, Austin Mack et Tyson Philpott et Reggie Stubblefield aussi. Puis c'est pas mal ça là, pour les blessés, mais il faut noter aussi que présentement, là, Sean Lemon est suspendu de manière indéfinie là, jusqu'à temps qu'on rende une décision pour le réintégrer à la CFL. Je ne sais pas si on en a parlé. Peut-être que oui, peut-être que non. Les nouvelles vont tellement vite du côté des Alouettes. Le 18 septembre dernier, on a annoncé le retour d'un joueur important avec les Alouettes de Montréal. Et c'est Lewal Ougouak qui sera de retour avec la formation des Alouettes.
À quel point c'est un retour important pour les Alouettes? Moi, je trouve que c'est très important, surtout, là, comme je viens de dire, Chandler Moon qui est encore suspendu. Pour moi, Uguak va prendre sa place directement. Un très, très fort joueur de ligue, un très, très, très gros bonhomme. Et un joueur qui a été sélectionné là, pour aller faire les camps de la NFL avec les Buccaneers de Tampa Bay. Et de ce qu'on a compris, a été released seulement à cause d'une blessure. Donc, si cette blessure-là ne l'incommode plus, je pense qu'on a un joueur étoile là, à la ligne défensive pour les Alouettes pour le restant de la saison. Moi, je suis très excité de le voir revenir avec les Alouettes. A été très bon la saison dernière et a été une bonne partie de la raison pourquoi les Alouettes se sont rendus jusqu'à la Coupe Grey. Très d'accord avec toi, puis je pense que c'est un autre atout important pour les Alouettes. On continue là, d'acquérir les munitions. Tu l'as dit, Sean Lemon qui est suspendu indéfiniment. D'après moi, on le reverra pas avec les Alouettes dans tous les cas. Tyson Philpott qui devrait revenir pour les éliminatoires. Marc-Antoine Dequoy qui va revenir assurément. Austin Mack qui va également revenir. La seconde où tous les piliers et les réguliers seront de retour avec les Alouettes, je pense pas qu'il y ait grandes équipes dans la LCF qui vont être capables d'arrêter les Alouettes. Je suis d'accord avec toi. Pour moi, comme on a dit dans les dernières semaines, les Alouettes, c'est encore les favoris pour la Coupe Grey. Avec une fiche de 11-2-1 là, présentement, je pense qu'il n'y a pas vraiment de débat sur c'est qui la meilleure équipe de la Ligue. Cependant, rendu en série, tout est possible. Je verrais des équipes comme Winnipeg et BC là, rendu en finale qui auraient des chances contre les Alouettes, certainement. Mais dans l'Est, à part Ottawa, et même là, on a vu cette semaine que Montréal peut faire le travail de manière très forte là, contre Ottawa. Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'équipes qui pourraient rivaliser avec Montréal cette année. Non, je suis entièrement d'accord avec toi. Allons maintenant, Cédric, vers nos prédictions de la semaine 17. Un duel entre les Elks d'Edmonton et les Blue Bombers de Winnipeg. Duel entre Zach Collaros et ou Treeford ou McLeod Bethel Thompson. Quel est ton choix? C'est un rematch là, de la semaine dernière. Edmonton qui a perdu contre Winnipeg, comme on a dit au début du segment. Je pense que Winnipeg va l'emporter encore une fois. Si je ne me trompe pas, il joue à Winnipeg en plus cette semaine. Donc, pour moi, je pense qu'il n'y a pas vraiment beaucoup de débat de mon côté. Je pense que Winnipeg vont aller chercher ce match-là. Ils ont freiné là, Edmonton dans leur lancée et eux ont continué sur la leur. Donc, je pense que Winnipeg vont aller chercher un deuxième match de suite contre Edmonton. Zach Collaros et les Blue Bombers de Winnipeg sont en mission. Au début de la saison, il faut se rappeler que les Blue Bombers étaient bons derniers dans l'Ouest avec un dossier de 0-4. Et là, on se disait, qu'est-ce qui se passe-t-il avec les Blue Bombers? Les Blue Bombers doivent rebondir. En date du 24 septembre 2024, les Blue Bombers de Winnipeg sont au premier rang de l'Ouest et ce n'est pas pour rien. Zach Collaros est en pleine possession de ses moyens. Brady Oliveira est en feu par les temps qui courent. Les Hawks d'Edmonton connaissent des séquences. Et là, ils sont dans une séquence de défaite qui s'est amorcée contre les Blue Bombers la semaine dernière et qui se poursuivra vendredi prochain alors que les Blue Bombers l'emporteront. Duel intéressant pour certains entre les Tiger Cats d'Hamilton et les Lions de la Colombie-Britannique. Est-ce que les Tiger Cats causeront la surprise à nouveau cette semaine? Je vais dire que non. Ils ont eu un bon match la semaine dernière, mais cependant, c'était un match très demandant, un gros match. Et BC, eux, ont eu droit à une semaine de congé. J'ai parlé tantôt de la défensive d'Hamilton un petit peu là, quand on est passé sur le match contre les Argos, qui a de la difficulté depuis le début de la saison. Et on a parlé de William Stanback qui fait le travail plus qu'autant. Pour BC, là, deuxième pour les verges par la course depuis le début de la saison. Pour moi, c'est ça la différence. Donc, je m'attends à voir BC remporter ce match-là là, contre Hamilton. 100% d'accord avec toi. De mon côté, les Lions également avec un Nathan Rourke à 100% reposé. Je pense que les Lions vont causer des dommages contre les Tiger Cats. Ensuite, duel entre le Rouge et Noir d'Ottawa et les Rough Riders de la Saskatchewan, pardon. Les Rough Riders ont remporté leur dernier match contre les Stampeders, alors que le Rouge et Noir, eux, se sont inclinés contre les Alouettes. La question qu'on doit se poser, est-ce que Jeremy Massola, je ne sais pas si je le dis correctement, là,
Masoli. Jeremiah Massola, c'est ça? Masoli. Masoli. Ouais, c'est ça. Sera-t-il le carrière du Rouge et Noir d'Ottawa ou est-ce que ce sera Drew Brown qui est en difficulté depuis quelques rencontres? Chose certaine, Trevor Harris et les Rough Riders sont en mission et de mon côté remporteront leur match contre le Rouge et Noir. Je suis d'accord avec toi. Je pense que c'est peut-être un peu une surprise là, qu'on prenne tous les deux Saskatchewan, mais on a vu Drew Brown avoir de la difficulté. Tu mentionnais la question là, de qui va commencer le match pour Ottawa. Je pense qu'on a une situation semblable à Fajardo et Alexander, là, dans le sens que on va commencer le match avec Drew Brown parce que c'est le corps partant, c'est l'homme de confiance à Ottawa. Mais quelques erreurs et d'après moi, on change directement. Je pense que la patience va être très 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 mince pour Ottawa cette semaine. Donc, moi, je pense qu'on va avoir un début de match moyen. On va peut-être changer de carrière, mais ça sera trop peu, trop tard. Trevor Harris, qui a eu un gros match la semaine dernière, qui va poursuivre sur sa lancée, selon moi. J'y vais avec Saskatchewan aussi. On a parlé d'un duel important entre les Alouettes et le Rouge et Noir la semaine dernière. Les Alouettes n'auront pas de repos. Ils vont affronter les Argos qui auront le couteau entre les dents à Toronto, où ils accueilleront l'équipe de l'heure dans la LCF, les Alouettes. Un duel entre Chet Kelly et Zach et Cody Fajardo. Je m'en allais dire l'erreur encore une fois. Je sais pas pourquoi j'associe Zach Collaros aux Alouettes à chaque fois. J'ai aucune idée. Je ne comprends pas. Aucune idée. Peut-être que dans les années futures, Zach Collaros va se ramener ici. C'est possible, mais je comprends vraiment pas. Je comprends pas, moi non plus. Quel est ton choix, Cédric, entre les Argos et les Alouettes? Je serais pas surpris de voir les Argonauts gagner, mais comme je dis depuis le début de la saison, on ne me prendra pas mort à prendre pour l'autre équipe que Montréal cette saison. 11-2-1, je peux pas miser contre cette équipe-là. C'est la meilleure équipe de la ligue. Je ne peux pas me dire qu'ils vont perdre. Même s'ils ont perdu là, dans les dernières semaines, une défaite, une nulle avant de reprendre le chemin de la victoire la semaine dernière. Je ne peux pas prendre contre les Alouettes. Cependant, je pense que ça va être un match très serré. Je ne serais pas surpris de voir Toronto gagner. Eux qui ont perdu contre Hamilton la semaine dernière, comme tu dis, vont avoir le couteau entre les dents. Ça va être un gros match de leur côté, mais c'est impossible pour moi de prendre une autre équipe que Montréal. La seule chose que je vais ajouter, c'est tout dépendra du début de match des Alouettes. Absolument. Et dans un match où tu affrontes une équipe comme les Argos, si Cody Fajardo ne connaît pas un bon match, un bon début de match, attention à Davis Alexander qui pourrait entrer en scène. Ouais, c'est une situation très semblable à la semaine dernière contre Ottawa. Toronto qui est quand même pas si loin que ça de Ottawa, le niveau classement. Donc on veut clairement pas perdre ce match-là contre Toronto. On veut pas perdre les matchs de division, c'est certain. Donc je suis d'accord avec toi là, qu'Alexander va être sur les lignes de côté et prêt à embarquer si jamais il y a quoi que ce soit. Allons maintenant, mesdames, messieurs, du côté de notre segment 100% LNH, du haut de la passerelle, le segment de la Ligue nationale de hockey, où on va parler ce soir 100% CH, le match entre le Canadien de Montréal et les Flyers de Philadelphie. Un match qui a très bien débuté. Je pense que ça a été une bonne première période chez les deux équipes. La deuxième période a été difficile pour le Canadien de Montréal. Et ensuite, en troisième période, le CH a scié les Flyers en deux. Messieurs, premièrement, on accueille Danick avec nous, qui sera avec nous là, cette saison pour parler lors des segments LNH. Danick, comment ça va? Très bien, toi. Je ne vais travailler là. Quel homme, quel homme. Danick m'a dit, ouais, si on le fait à 7h, je suis pas là. 7h30, je vais être devant ma case puis je vais être prête. Je dit, c'est bon, c'est correct ça. Au moins, on sent pas l'odeur, on est correct. Ok, c'est bon. Non, c'est correct, on est prêt. Messieurs, j'ai écouté la première période à la radio puisque j'étais sur le chemin du retour. J'ai vu les deux dernières périodes. On va y aller avec Danick pour commencer. Danick, quelle a été ton impression là, globale de ce premier match? Mon impression, moi, j'ai vu vraiment là, des beaux flashs, surtout de certains jeunes, là, Kapanen, Blaney aussi, qui a démontré des
beaux flashs. C'est sûr qu'il revient de blessure, il est opéré. Mais non, j'ai vu des beaux flashs aussi de Kobidak. Non, j'ai vraiment adoré les gestes qu'ils ont donnés sur la glace. C'est sûr que la deuxième période, comme tu dis, était difficile, mais en troisième période, on a vu que ça débloqué, puis c'est très beau à voir. Cédric? Ouais, absolument d'accord. Je mentionnais d'autres noms. Là. Moi, j'ai retenu la performance de Dobesch qui a bien joué là, devant le filet. Primo qui a laissé passer un but qui aurait dû compter, mais que finalement on n'a pas compté. Mais qui n'a pas eu une mauvaise performance de son côté. Puis, moi, j'ai beaucoup aimé le jeu de Emil Heinemann aussi, qui, selon moi, pourrait prendre la place d'un gars comme Jesse Ylönen, qui est parti au cours de l'été. Moi, pour moi, c'est Heinemann qui a ce poste-là demain matin. Globalement, le Canadien a joué un bon match, a connu ses difficultés en deuxième période. Bon, faut se dire que c'est un match préparatoire, faut pas partir en peur. On a eu droit à un bon duo de gardiens en Samuel Montembeault et Jacob Dobesch. Du côté des Flyers, Makiniemi qui a été excellent, Carl Peterson qui a été affreux. A alloué 8 buts sur 12 4 buts sur 12 lancés pour 8 arrêts. Il continue ses déboires là, depuis les dernières saisons. Si on regarde du côté du Canadien, moi j'ai un nom pour vous et il n'a pas été nommé, c'est Oliver Kapanen. Quelle rencontre Oliver Kapanen a connue? Il a un calme, une prestance sur la glace, est en pleine possession de ses moyens, a gagné de grosses mises en jeu hier, a été bon dans les deux sens de la glace. Un joueur que j'ai bien aimé, il a connu une saison difficile la saison passée, c'est Josh Anderson. Malgré que c'est un match pré-saison contre des recrues, Josh Anderson a été fumant. Il a été bon. Il ne s'est pas cassé le bicycle. A dit avant le début de la saison avoir pris les grands moyens. Autant mentalement que physiquement. A recommencé à regarder des vidéos, ce qu'il faisait pas la saison passée. Est-ce qu'on va revoir le Josh Anderson des beaux jours? Je le souhaite. Parce qu'un Josh Anderson en santé qui performe au gabarit qu'il a pourrait faire des dommages même sur une troisième ligne avec le Canadien. Et moi, je continue de le répéter. Mais avec un Kirby Dach et un Patrick Laine sur le deuxième trio, si un Joshua Roy ne prouve pas qu'il peut prendre sa place sur le deuxième trio, un deuxième trio d'hommes forts avec un Anderson, un Dach et un Laine pourrait faire, ma foi, des dommages tellement puissants cette saison. Et je pense qu'un gars comme Anderson aimerait assurément avoir cette chance, mais c'est entre ses deux mains. Là. C'est lui qui doit dicter l'allure de cette saison. Au niveau des jeunes, je sais pas pour vous, mais un gars comme Luke Tuch, qui se dit être une peste en quelque sorte, un gars qui frappe, qui va aller chercher l'étincelle, au-delà du fait qu'il a marqué un but hier, a peut-être voulu trop en faire dans la première moitié là, de la rencontre. J'aimerais ça le voir essayer avec Dach et Laine. Tu parles d'un trio d'hommes forts, Heinemann c'est un gros bonhomme quand même. Il n'a pas peur de frapper, pas peur d'aller dans les coins. J'aimerais ça voir ça si l'opportunité est présente, mais bien d'accord avec toi qu'Anderson, s'il garde de se tailler une place sur ce trio-là, ça pourrait faire mal aux autres. Danick, de ton côté, j'ai parlé d'Oliver Kapanen tantôt. Puis, Oliver Kapanen est un gars qui a joué en Finlande. En Finlande, le hockey, ça joue dur. C'est des hommes. Un peu là, comme Slafkovsky avait joué avant de s'amener avec le Canadien. Si Oliver Kapanen termine la pré-saison
l'entièreté de ses matchs de la même façon qu'il a joué hier, avec une belle constance, une belle prestance sur la glace. Présentement, la ligne de centre du Canadien, si on regarde ça globalement, c'est Suzuki, Dak, Dvorak et Evans. Si Oliver Kapanen arrive à faire en sorte que le Canadien n'a pas le choix de le garder, parce que Kapanen l'a dit en entrée de jeu, c'est le Canadien ou la Finlande. Il n'y a pas de Rocket pour lui. S'il parvient à se tailler un poste avec le Canadien, Jake Evans, pour moi, à 100%, doit demeurer dans l'effectif. A démontré des belles choses dans les 2 dernières saisons. Il a été excellent dans les 2 sens de la glace, même si c'est pas un gars qui est là pour produire offensivement. Qu'est-ce qu'on fait avec Christian Dvorak? Ben moi, de mon côté, comme tu parles de Kapanen, c'est juste un match hier, mais le calendrier n'est pas fini. Puis je pense que ce gars-là peut voler de place. Qui dans le Canadien qui devrait pas avoir cette place? N'importe on était où? On n'était pas dans les séries. Fait que pour moi, un Jack Eben, un Dvorak, c'est pas les joueurs qui m'intéressent à pas échanger. Je pense que si le gars il fait sa place, mais un gars comme Jack Eben, Dvorak, on peut les échanger. Là. Pour ma part, le Canadien n'a pas fait des séries dans les 2 dernières années, 3 dernières années, depuis 2021. Fait que pour moi, il n'y a pas un joueur clé qu'on devrait garder. S'il sort une place, puis Jack Eben ne se l'est pas taillé, ben c'est son problème. Mais pour ma part, si Kapanen démontre au Canadien qu'il veut rester, ben pour moi, il y a Jack Eben, je ne garde pas, ou Dvorak. Peu importe le joueur, pour l'instant, moi je trouve que le Canadien doit faire la place aux joueurs qui trouvent qu'ils veulent jouer. On va aller du côté de la défensive. Quelle a été votre impression en regardant Lane Hudson et Logan Mailloux? Lane Hudson, pour moi, c'est un défenseur de la Ligue nationale déjà. Il a montré des flashs offensifs qui sont incroyables selon moi. Un gars qui patine bien, contrôle très bien la rondelle. Belle vision du jeu. Logan Mailloux, je ne sais pas si je m'attendais à peut-être un peu plus, mais des fois quand on ne remarque pas un défenseur, ça veut dire qu'il ne fait pas d'erreur. Ça veut dire qu'il joue un jeu solide, qui n'est pas nécessairement flashy niveau offensif. On sait que c'est un défenseur qui joue des 2 côtés de la patinoire. Donc je pense que Mailloux était peut-être plus discret de par le fait qu'il n'a pas fait d'erreur, mais certainement Lane Hudson a brillé. Comme dans les 2 matchs de recrue au Centre Bell un petit peu plus tôt ce mois-ci. Pour moi, il a sa place avec le Canadien. Est-ce qu'on peut dire que la discrétion de Logan Mailloux est peut-être due au fait qu'il avait été placé avec Adam Engstrom, qui s'est fait exploser la tête en début de match par Nicolas Deslauriers, a semblé frileux par la suite tout au long de la rencontre, et on a dû, là, je pense, du côté de Logan Mailloux, là, faire attention là, défensivement un peu plus. Danick, tes impressions sur Logan Mailloux et Lane Hudson? Ben moi, c'est sûr, Lane Hudson est incroyable. Là. Tout ce qu'il peut faire. Quand il est sur la glace, tu vois qu'il est à l'aise. Il est capable d'emmener un autre niveau. Là. Tu le vois qu'il est prêt pour jouer avec les Canadiens. C'est sûr qu'il va faire des erreurs comme tous. Mais moi, pour moi, il est prêt. Il est incroyable. La foule va l'adorer. Qu'est-ce qui est de Logan Mailloux? Je pense que aussi, il est bon. Physiquement, il est prêt. Moi, je l'ai vu jouer à Laval l'année passée, puis ça a été un excellent défenseur. Je pense qu'il est prêt à qu'on lui laisse sa chance. T'sais, on peut l'essayer un 9-10 matchs. Si ça ne fonctionne pas, je pense pas que c'est mauvais de le retourner à Laval. Puis aussi, un défenseur comme Ekstrom qui s'est fait frapper, comme tu le mentionnes. La Pocket, je vais t'appeler comme ça. Je sais pas si, je vais te donner un exemple. Je sais pas si tu te rappelles quand tu jouais à tête baissée puis tu frappé un mur, puis par la suite tu as compris qu'il fallait que tu lèves la tête. Mais pour sa part, je pense que ça va être c'est sûr qu'il était frileux. C'est Deslauriers qui l'a frappé. Là. C'est pas un jeune joueur du junior qui le frappe. C'est Deslauriers, gros. T'es habitué de frapper. Ça fait mal, mais pour moi, c'est du positif pour lui. On peut peut-être appeler ça l'élément déclencheur pour raconter rapidement. J'en étais à mes débuts au deck hockey, puis ça s'est passé sur
Dixon et Hochelaga dans un 3 contre 3. Et on était en hockey libre. Hein? On était entre nous autres, notre équipe. L'autre équipe s'était pas présentée. Fait que non, en fait, on avait loué le terrain pour se préparer pour la saison. Puis, on avait, un peu comme on avait fait, Cédric, il y a 2 semaines avec les Mech Players. Ouais. Puis, Danick était contre moi. Puis, j'étais un peu le style de joueur au début. Tu sais, l'attaquant qui... one-man show, qui tente de déjouer 2-3 gars, puis arriver dans le centre. Danick m'a connecté. Comme j'ai jamais été connecté dans ma vie. Et ça a été la dernière fois de ma vie que j'ai tenté de déjouer 4 gars en même temps, la tête baissée. Et à ce jour, aujourd'hui, ma tête est toujours levée. Je me suis fait connecter. Je suis arrivé au banc, j'étais sonné, puis tout ce que j'ai entendu, c'est « Lève ta tête! » Ça a été, ça a été mémorable, puis aujourd'hui, c'est probablement l'élément déclencheur qui m'a transformé là, en tant que joueur de deck. Bon, c'était... Je vois l'image dans ma tête que tu fais la pirouette de au moins 3 pieds de sol. C'était incroyable. J'ai dérapé, là. Tu sais, le cochon d'Inde qui court dans sa roue puis qui dérape, qui finit sur le dos, ça a été ça. Dans ton podcast, depuis ce temps-là, on a vu juste un mec pocket. Son jeu, ça a été une évolution, là. Ça a été la mise en échec de trop, là. C'était la première et la dernière. 100%. Les gars, c'était le premier match de Patrick Laine hier avec le Canadien au Centre Bell. Quelle a été votre perception du premier match de Patrick Laine? Ben, pour ma part, moi, j'ai vu des beaux flashs, tu sais. Et moi, qu'est-ce que j'ai aimé, c'est que lancer au filet. Un marqueur doit lancer. C'est sûr que ça faisait longtemps. Il était blessé. Il était opéré. Fait que c'est juste de revenir sur le synchronisme, de lancer plus souvent, justement dans le camp d'entraînement. Puis je suis pas inquiète qu'il va retrouver sa touche, puis ça va y aller en powerplay. Je pense qu'hier, il y a eu 9 lancés au total, puis il y en a 4 qui ont réussi à décocher. Fait que pour moi, plus que tu lances, plus que tu te donnes de chance. Tu le sais, Pocket, quand ça fonctionne en attaque, c'est sûr qu'il s'est cherché, mais c'est juste un synchronisme au moment qu'il va avoir le synchronisme. Je suis pas inquiète que ça va partir. Cédric, tes impressions sur Patrick Laine? Entièrement d'accord. Ça fait 9 mois là, qu'il n'a pas joué de match et ça a presque pas paru là, pour un premier match de pré-saison. Je pense qu'on ne pouvait pas s'attendre à non plus le match de sa carrière. Je pense qu'il a bien fait. Comme Danny qui disait, là, c'est vraiment le synchronisme, le timing qui est peut-être parti là, pendant les 9 mois qu'il n'a pas joué. C'est quand même du calibre de la Ligue nationale, veut pas, là, des matchs de pré-saison. Donc ça va revenir au cours de la saison. Moi, j'ai pas peur qu'il va performer le Canadien cette année. De mon côté, Patrick Laine, j'ai trouvé dans l'ensemble que ça a été un bon match. A pas voulu trop en faire. A peut-être tenté une feinte ici et là de trop, mais pour un match préparatoire où le gars n'a pratiquement pas patiné de l'été, supposément, pour la simple et unique raison qu'il n'aime pas s'entraîner sur la glace l'été. C'est correct, je veux dire, ils ont tous leur façon de s'entraîner, sauf que pour un gars qui a pas joué pendant 9 mois, tu t'entraînes pas l'été. J'ai un petit peu de difficulté à avaler la pilule, mais bon, Laine a disputé un bon match, a eu quelques flashs. L'avantage numérique du Canadien, les gars, va être désastreuse cette année. À défaut qu'on n'a pas marqué hier, avec un Lane Hudson à la ligne bleue, un Patrick Laine de l'autre côté et un Cole Caulfield qui va s'insérer avec un Nick Suzuki. Hier, j'ai aimé les flashs, l'avantage numérique qui restait dans la zone adverse. L'entrée en zone adverse était rapide et efficace, ce qu'on n'a pas été habitué de voir dans les dernières saisons. Donc, j'ai trouvé dans l'ensemble que Patrick Laine a disputé un bon match. Point important, comme tu as soulevé, Danick, il a lancé au filet. Un marqueur doit tirer. Je m'attends à plus de lancers. Je pense qu'il a lancé 4 ou 5 fois hier. Faut lui donner la chance, mais je m'attends à au moins un 6, 7, 8 lancers par match. Doit décocher, il n'y a pas le choix. Il doit décocher quand il est sur la glace. De l'autre côté... Tu sais, je ne vais pas t'interrompre, mais tu parles du powerplay, puis tu m'as fait penser, mais tu sais, imagine Nick Suzuki, les passes qu'il trouve, une petite passe vive qu'il a faite à Caulfield, imagine à Patrick Laine dans son... Elle synchronise, puis juste la petite passe transversale très rapide
Le gardien, il est mieux. On a vu hier la petite passe soulevée. Action. Je pense que c'est en fin de période, en fin de deuxième hier, la petite passe soulevée d'Alex Newhook à Patrick Laine. Si le gardien des Flyers, il a pas sa mitaine là puis il suit pas la rondelle, c'est fini là. C'est fini. Même Laine était sur le derrière là. Les gars, c'était un premier match en plus d'une saison pour Kirby Dach, qui, on vous le rappelle, avait manqué l'entièreté de la saison l'an passé. Je pense qu'il avait joué un match de saison régulière ou 2 avant de se blesser contre les Bruins de Boston. Quelle a été votre impression sur Kirby Dach, qui nous a donné des frousses avant ce premier match-là avec une dure mise en échec dans une pratique, atteint 2 fois au visage? On est à veille de se faire jouer avec une grille, lui, là. Ouais, Kirby Dach, on va dire qu'il est malchanceux. Oui, j'ai vu les matchs où il avait été frappé, tout ça. Oui, ça me faisait peur hier, mais là, j'ai aimé sa game. Là, on voyait c'est la même chose que Patrick Laine, il n'a pas joué, il était blessé, tout ça, il était opéré. Mais je pense que hier, il a démontré de beaux flashs. Puis non, c'est durant le camp d'entraînement, ils vont pogner leur synchronisme. Tu sais, c'est pas en une game que tu reprends tes esprits, tu reprends tes repères. Mais je suis pas inquiète, que je pense qu'il est prêt. Puis pour lui, le défi cette année, on avait déjà parlé, je pense, antérieur dans un des podcasts, il devra rester en santé. Fait que ça, c'est à lui, ça sera hors glace qui va le faire. Mais pour moi, pour ma part, je pense qu'il est prêt. Puis c'est à s'améliorer de match en match. C'est le match préparatoire, c'est là que tu dois remettre en forme, prendre confiance. Puis je suis pas inquiète que s'il est en santé, ça va être incroyable le deuxième trio. C'est vrai, qu'est-ce que tu voulais ajouter? Ouais, je suis 100% d'accord. Moi, je pense même qu'on peut voir en lui là, un centre de deuxième powerplay. Ce qui manquait encore plus aux Canadiens, là, c'est certain que l'avantage numérique ne performait pas à des niveaux incroyables l'année passée. Mais là, on ajoute Laine sur le premier. On peut avoir Dach sur le deuxième. On est capable d'avoir 2 unités qui sont capables de compter des buts. C'est sûr qu'il faut lui laisser le temps de s'adapter. Là, comme on dit, il n'a pas joué depuis le deuxième match de la saison passée. Là, ça fait presque 1 an de ça. Mais je pense qu'il a prouvé hier que, comme Danick dit, il est prêt à revenir. Moi, je pense qu'il est clairement le deuxième centre du Canadien à moins d'une blessure. Il va falloir qu'il reste en santé. On sait qu'il est un petit peu plus fragile. On espère qu'il reste en santé. Puis si c'est le cas, d'après moi, on a un très très bon 2 premiers joueurs de centre à Montréal là, pour un bon bout de temps. T'as parlé tantôt, Danick, en entrée de jeu, de Emil Heinemann, de Jared Davidson, qui connaît encore une fois là, des bons flashs. On va parler d'Alex Barré-Boulet, qui a signé avec le Canadien lors de l'entre-saison, lors de la journée des joueurs autonomes. Il a disputé un bon match, Alex Barré-Boulet, en a pas trop fait, a eu quelques flashs, joueur intense, combatif. Ça a été quoi vos impressions? Pour ma part, comme tu dis, là, j'ai vu un joueur qui a l'expérience aussi. Là, il est non repêché aussi, je pense, dans la Ligue nationale. Mais c'est un joueur qui a acquis l'expérience avec la Lightning et Tampa Bay. Puis ça va être un plus pour le Canadien. Moi, je pense qu'il peut se tailler une place dans le sein du Canadien de Montréal. Puis ça va nous aider sur un 4e trio. Mais pour ma part, hier, j'ai vu un bon match. Est-ce qu'on l'a vu être une vedette? Non. Pour moi, non. Il a fait des beaux flashs. Mais pour ma part, c'est un joueur de 4e trio qui est fiable, qui va être là tous les matchs, il va se présenter. C'est ça que ça va donner. D'après moi, Cédric, Danick a le CD jamais sur Pour ma part. Parce que je pense que Pour ma part, j'ai entendu Pour ma part 72 fois en 21 minutes. J'avais même pas remarqué. Olivier. Laisse-moi une chance. OK. Pour ma part, je vais céder la parole à Cédric pour la suite. Ben écoute, pour ma part, moi je pense que Barré-Boulet, comme tu as dit, là, ça va être un gars fiable sur le 4e trio. C'est un gars d'énergie. Sur son trio, par exemple, hier, semblait être peut-être le moins bon joueur des 3. Je sais pas si c'est un positif ou un négatif de voir que Kapanen et Heinemann étaient bons à ce point-là. Ça va être de voir, quand il va jouer avec d'autres joueurs, est-ce que Heinemann et Kapanen ont été capables de performer parce que Barré-Boulet les a mis en confiance? Ou est-ce que c'était vraiment juste parce qu'ils sont des joueurs qui sont vraiment au niveau de la Ligue nationale déjà? Mais je suis certain là, que Barré-Boulet, c'est un gars d'énergie de 4e trio qui va être là, qui va se présenter à tous les matchs. Là. Non, je suis 100% d'accord. C'est vrai que Barré-Boulet a peut-être, à nos yeux, été le moins bon, mais est-ce que c'est parce que nos yeux étaient vraiment trop axés sur, justement, Heinemann, Kapanen et Davidson, qui, honnêtement, Davidson, depuis que c'est amené avec l'organisation du Canadien,
est méconnaissable, là. Tire son épingle du jeu à chaque pré-saison. Joue du bon hockey avec le Rocket en bas. J'aime beaucoup ce que je vois de Jared Davidson. Je veux qu'on aille vers notre duo de gardiens. Cayden Primo, qui a repris là où il l'avait laissé la saison dernière, a connu une bonne saison. Il a fait les bons arrêts, était placé aux bons endroits, a même stoppé un 2 contre 0 en première période, alors que les deux joueurs des Flyers sortaient des bancs des pénalités. Après un avantage numérique de 5 contre 3 du Canadien. Ça a été quoi vos impressions là sur le jeu de Cayden Primo et Jacob Dabish? Ben, mon impression, c'est pour Primo, ben, il doit partir du bon pied. Je pense que l'impossible a prouvé qu'il s'est amélioré. Puis cette année, il doit prouver que le Canadien, ils l'ont dit qu'ils veulent se batailler pour une place en série. Et puis, ça te prend 2 gardiens. Tu peux pas y aller à un gardien. Fait que Primo doit montrer de sa part qu'il est capable d'emmener un autre niveau dans son jeu, d'être un bon numéro 2 avec le Canadien de Montréal, aller chercher de bonnes victoires. Puis hier, il l'a démontré. Oui, il y a un but qui aurait dû être accordé. Il n'a pas été accordé. Je suis chanceux pour Primo. Mais en général, ce serait le seul but qu'il aurait accordé. Puis par la suite, il a très bien fait. Ouais, je suis d'accord. Il y a dans le fond, deux petites erreurs qui a fait le but qui aurait dû être accordé, puis il y a un lancer là, qui a frappé le poteau que je pense qu'il a passé en dessous du bras, qui est un lancer qui devrait pas passer là. Mais outre ça, là, je pense qu'il y a eu un match assez solide de pas laisser passer de vrais buts au final quand même. Il a montré l'année passée qu'il est capable d'être un gardien de Ligue nationale. Je pense que dans l'idéal, il continuerait sa progression et challengerait Montembeault pour la place de premier là, si on est dans les idéaux vraiment. Là. Mais même s'il ne se rend pas là, ça va être une très très belle option comme deuxième gardien de but qui pourrait quasiment forcer une situation de gardien 1A, 1B plus qu'un numéro 1 et un numéro 2. Là, je pense qu'on pourrait voir cette année à Montréal qu'on va se partager les matchs de manière un petit peu plus égale que l'année passée. La situation des gardiens chez le Canadien devient de plus en plus intéressante. Bon, premièrement, Princess Price, c'est terminé, ce qui est une bonne chose pour le Canadien de mon côté. Tout de suite, Marc-Olivier, tu le sais, si tu parles de Price, je vais t'appeler Marc-Olivier. OK, je vais poursuivre pareil. De mon côté, pour moi, là, Carey Price, c'est terminé. De toute façon, on le sait, blessé à long terme, il reviendra pas, veut juste avoir son argent, puis c'est correct. On retourne chasser tes bœufs puis tes orignales. Cayden Primo a été excellent pour moi hier. Vous l'avez dit, peut-être 2 petites erreurs. Cayden Primo poursuit un peu sur la bonne saison qu'il a eue la saison passée. Ce que Primo doit prouver par contre, c'est une constance contre les bonnes équipes. Parce que la saison dernière, quand on le faisait jouer contre des bonnes équipes, il se faisait éclater. Fait que je pense que ça va être la mission première pour Cayden Primo quand on va vouloir reposer Montembeault. Il va devoir être capable d'assurer la charge de travail contre les bonnes équipes. Ensuite, Jacob Dabish, saison passée, au début, avec le Rocket, ça a été difficile. Plus les matchs ont avancé, plus son évolution a monté. A connu une bonne fin de saison. A connu un bon match hier. N'a pas commis d'erreur, à moins que je me trompe. Il a été excellent. La question que je dois vous poser, les gars, parce que là, on a Montembeault, on a Primo, on a Dabish, on a Fowler qui s'en vient, on a Quentin Miller qui est blessé pour la saison. Cette saison, Montembeault, mine de rien, va avoir une pression en tant que gardien numéro 1 du Canadien. Un Cayden Primo en arrière qui va le pousser dans le derrière. Si Montembeault connaît pas la saison qu'il se doit de connaître et que Cayden Primo parvient, à l'inverse, à connaître la saison que Montembeault devrait connaître, est-ce qu'on pourrait inverser les rôles de gardien chez le Canadien? Ben, de mon côté, moi, je pense que oui. Pocket, dans les dernières années, le Canadien avait un gardien. Et c'était ton préféré, ta princesse Carey Price. Est-ce qu'il y avait derrière lui d'autres gardiens qui pouvaient venir prendre sa place? Non. Fait que je pense que maintenant, dans le futur du Canadien, je suis content de voir qu'un gardien peut perdre sa place à n'importe quel moment.
Et comme tu as mentionné, Dobedge, l'année passée, je l'ai vu dans le début avec le Rocket de Laval. Ça a été difficile. Mais après, tu as vu, c'est un gars qui est professionnel, il arrive aux pratiques, il veut s'améliorer. Puis j'ai vraiment vu cette année, le match hier, là, c'était incroyable. Je pense que c'est lui le match parfait. Tu sais, Primo, il a bien fait. Mais Dobedge, il a vraiment une coche de l'an dernier. La première fois que je l'ai vu, puis cette année. Mais pour moi, pour ma part, c'est une belle bataille qu'on peut avoir chez Canadien de Montréal. Présentement, on a des gardiens devant le filet. Puis ça, j'adore ça. Ouais, absolument d'accord. Moi, je pense que c'est une bonne affaire d'avoir de la compétition en avant du but, là, comme on a mentionné, là, qu'il y ait quelqu'un tout le temps en arrière. Ça peut mener à des gardiens qui sortent un peu de nulle part. Là, on a vu dans les dernières années, New Jersey n'a pas gagné la Coupe cette année-là, mais Akira Schmid est sorti de nulle part, a gagné une série à lui tout seul, parce qu'il poussait dans le derrière des autres gardiens de New Jersey. Aiden Hill est sorti un petit peu de nulle part, est allé gagner la Coupe avec Vegas. Darcy Kemper n'est pas sorti de nulle part, mais il a poussé et il est allé chercher une Coupe Stanley avec Colorado. Donc, on va voir avec Canadien, là, ça va être qui le gardien pour quand on va avoir une équipe compétitive. Mais c'est beau de voir là, que Montembeault va se faire pousser dans le derrière par Primo. Primo va se faire pousser dans le derrière par probablement Miller, Fowler, Dobech. Donc, on va avoir une solution à quelque part dans ces gardiens-là à long terme dans le futur. Rapidement, avant de finir, on vous rappelle premièrement que le Canadien dispute présentement son deuxième match pré-saison contre les Devils du New Jersey. Les gars, on le sait, ça risque d'être Montembeault Primo la saison prochaine. À quoi on s'attend au niveau de la charge de travail? Est-ce qu'on y va 41-41? Est-ce que c'est 50? 52-30? Quelle est votre perception de la charge de travail qu'on va donner aux deux gardiens du Canadien, Cédric? Moi, je pense qu'on va commencer la saison en s'enlignant pour plus de départs pour Montembeault. Puis si Primo performe au niveau que on voudrait qu'il performe, on va commencer à égaliser les départs. Plus on va aller dans la saison pour lui donner plus d'opportunités de se prouver. Mais je pense qu'on commence avec Montembeault comme partant en tête. Danick? Ben, très d'accord avec Cédric, qu'est-ce qu'il dit. C'était la même chose pour moi. Tu y vas avec Montembeault numéro 1. Et s'il ne fait pas la job, ben Primo, ben on y va avec lui puis on va voir qu'est-ce qu'il peut nous donner. Moi, je suis très d'accord avec Cédric là, de ce côté-là. Je suis également d'accord avec vous. Je pense que le plan numéro 1, c'est de donner une cinquantaine de départs à Montembeault et une trentaine à Primo. Mais attendons de voir quelles seront les performances des deux gardiens du Canadien. Le CH qui est présentement dans son match en direct du Centre Bell contre les Devils du New Jersey et Jake Allen. Messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Ça a été un gros show. Un premier de plusieurs segments LNH qui aura lieu dans les prochaines semaines et dans les prochains mois puisque la saison dans la Ligue nationale prendra son envol officiellement le 4 octobre prochain. On vous rappelle que vous pouvez joindre le grand pool RDS du podcast Les Chèques Avant. Les informations sont disponibles sur la page Facebook de notre groupe Podcast Les Chèques Avant, groupe officiel. Mesdames, messieurs, en mon nom, Marc-Olivier Paquette et celui de toute l'équipe de votre échec avant. Ce soir, ça a été un gros show. Et on vous dit à la semaine prochaine pour un autre épisode du podcast L'échec avant. Ciao. Salut, boys. Robidoux vers Duguay. Duguay attend patiemment. Vers Robidoux. Un tir. Et le but! Jean-Simon! Robidoux, bidou, bidou! Et Jean-Simon Robidoux à la mise en jeu. La mise en jeu, c'est Francisquez qui s'est roué sur la balle. Attention sur le bord de Robidoux. Francisquez! Goal! Francis! Chase!